Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast quotidien de Culture Soccer sur la Gold Cup ou la Coupe d'Or en français. On est ravis de vous avoir avec nous encore aujourd'hui puisqu'on va parler du groupe C. Et pour parler de ce groupe C avec moi, nous avons, on va commencer par Anthony de Varenne. Comment ça va Anthony ? Ça va très bien, toi ? Ça va super bien. En France, ici, il fait 40 degrés et je suis en sueur. Comment ça va, toi, Adi ? Ça va très bien. Nous, il fait bon aujourd'hui à Montréal, sauf que il fait encore gris. En tout cas, on espère qu'il va faire très bon ce soir, vu que l'Impact de Montréal, on va au stade et Anthony et moi voir l'Impact de Montréal disputer un beau match contre les Timbers de Portland. Ah bah, je vous envie parce que ici c'est la canicule. Si vous êtes français et que vous écoutez, n'hésitez pas à boire de l'eau et appeler vos grands-parents et faire attention à vos familles parce qu'il fait tellement chaud ici. Et il faisait chaud aussi hier en Gold Cup puisque les nations caribéennes nous ont laissé pas mal de surprises. Nous parlons donc du groupe C où les qualifiés n'étaient pas encore définis avant la journée d'hier soir et il y a eu 2 matchs qu'on va débriefer tous ensemble. Le premier entre la Jamaïque et le Curaçao, la petite île de 160 000 habitants qui s'est terminée par un match nul à surprise, 1-1. Et puis ensuite le deuxième match entre le Honduras et le Salvador avec une victoire hondurienne 4-0, une victoire sévère, qui qualifie en fait ni le Honduras ni le Salvador, puisqu'il qualifie la Jamaïque et le Curaçao, la petite île qui fait surprenamment, qui passe au-dessus du Honduras et du Salvador. Donc on va parler de tout ça ensemble, mais ce groupe C nous a réservé pas mal de surprises. Commençons par le premier match, messieurs, la Jamaïque contre le Curaçao. Comme je disais, 1-1. Je tenais la parole d'abord à Anthony au niveau des équipes. Toi, je sais que tu aimes beaucoup les divisions inférieures et qu'il y en a, par exemple, Flemings en Jamaïque qui est du SL. Que penses-tu de cette équipe de Jamaïque déjà sur le papier? Est-ce que le résultat 1-1 au Curaçao est décevant? Pour moi, oui, décevant. Comptablement parlant, c'est pas affreux parce qu'ils terminent quand même premier de leur groupe, mais vraiment là sur la prestation des joueurs que je connaissais en provenance de USL, là, j'ai quand même été déçu. Juste pour vous dire qui faisait partie de l'équipe partante qui évolue en USL, il y avait Sean Francis, Javon Watson, Devon Williams, nommé en USL Speedy Williams, Junior Flemings, et même là, il y a Kevin Lambert qui rentre en cours de match. Il y avait même l'ancien de Tampa Bay qui joue maintenant en Europe, Damien Lowe. Mais vraiment, là, j'avais très hâte de voir Flemings face au Curaçao. Et vraiment, j'ai quand même été déçu. Beaucoup de déchets, mais c'est pas mal tout l'effectif. Tous les attaquants là, ou les joueurs offensifs de la Jamaïque, là, il y avait beaucoup de déchets tout au long de cette rencontre. Et vraiment, cette équipe de Jamaïque, là, je suis vraiment pas serein que ce soit face aux États-Unis ou au Panama. Là, je crois que ça va être assez dur parce que vraiment, en cette Gold Cup-là, c'est faible. Et oui, la Jamaïque qui a ouvert le score à la 14e, en tout cas avec Shamar Nicholson. Et puis Curaçao est vraiment revenu au fin fond des arrêts de jeu. Adi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce match-là qui a réservé pas mal de surprises? Ben écoute, on a vu ce qu'on a vu de la Jamaïque depuis le début du tournoi, une équipe de défensive bien mise en place, mais avec très peu de créativité offensive. Depuis que Whitmer est à la tête de la sélection, ça a toujours été pareil. Il y a plusieurs qui se sont plaints de ça. Par contre, il amène des résultats, Whitmer, malgré tout, malgré ce résultat décevant. La Jamaïque est passée. On avait dit comme quoi ce groupe-là allait être très compliqué et très indécis, et on le voit avec le deuxième qualifié qui est Curaçao. Et Curaçao, on s'entend que ça n'a pas été une petite équipe, hein. Donc on voit qu'ils ont fait de bons résultats durant cette compétition et ça prouve qu'en fait, si jamais Curaçao est là, ça veut dire qu'ils ont bien fait les choses. Ça veut dire que c'est pas juste la Jamaïque qui a pas été bonne, mais c'est aussi Curaçao qui a été bon aussi. Puis je souligne le merveilleux but de Curaçao. Je sais qu'on l'a tweeté sur Culture Soccer, qui a été quand même extraordinaire, un super beau but, en plus du latéral droit.
Donc, même pas un joueur offensif. J'étais impressionné par cette équipe de Curaçao depuis le début de la compétition. On l'a dit, on a parlé du gardien Eloarum, qui maintenant, si on regarde un peu sur les médias sociaux, que beaucoup demandent en MLS. Et aussi, bien évidemment, on a parlé de Bakuna, on a parlé de plein d'autres joueurs, dont Cuco Martina. Et bref, en tout cas, c'est intéressant de voir tout ça. Et en tout cas, c'est pas volé pour le Curaçao, qui a su rendre les matchs assez intéressants avec tous les autres adversaires du groupe, et ça le récompense avec une qualification pour les quarts de finale. C'est vrai, et puis je tiens à préciser que ouais, Diego, l'expert mexicain, était vraiment très à fond derrière cette équipe du Curaçao, et il a eu raison, puisque vraiment, belle performance, même si c'est dans un groupe qui était plutôt indécis. La Jamaïque qui peut quand même s'en mordre les doigts, ce que tu disais, Anthony, ouais, ils n'ont pas vraiment très bien joué, même s'il manquait certains titulaires, parce que le manager avait décidé de tourner un petit peu après le 0-0 contre le Salvador. Par exemple, Leon Bailey n'était pas dedans. Peut-être qu'il a aussi pensé qu'il pourrait battre Curaçao facilement, donc il a évité certains titulaires, je ne sais pas. Mais il y avait vraiment un problème de finition. Ils ont eu 17 tirs, la Jamaïque, ils n'ont pas réussi à en mettre au fond. Alors le gardien de Curaçao était là. Mais il y a des opportunités claires qui auraient dû être mises au fond quand même, je trouve. Devant le but, ça pêchait pas mal, non, Anthony? Oui, en effet, c'est vraiment ça que je reproche à cette équipe de la Jamaïque, là. Et c'est ça, même si elle est défensive, lorsque la Jamaïque, lorsque les Reggae Boys se procuraient des occasions, là, c'était vraiment le réalisme là, était absent chez les joueurs offensifs de la Jamaïque. Vraiment beaucoup de déchets et vraiment là. C'est ça, je suis vraiment déçu de cette Jamaïque. Oui, il y a de quoi être déçu. Je suis d'accord avec toi, Anthony. Bien évidemment, on s'attendait à beaucoup plus d'une équipe de Jamaïque face à, déjà dans la phase de groupe au complet, parce qu'elle a été décevante dans tous les matchs. Donc oui, on s'attendait à beaucoup plus. Après, moi, je suis curieux de voir avec des équipes un peu plus dominantes, point de vue possession, parce que vu que il y a un système défensif du côté de Whitmore, c'est là où la Jamaïque pourrait faire mal. On l'a vu, n'oublions pas, on le répète pas assez, mais la Jamaïque, c'est la finaliste des 2 dernières éditions de la Gold Cup. Donc, faut pas la prendre à la légère, malgré le jeu un peu décevant. Ouais, mais moi, j'ai vraiment trouvé pas très bonne quand même. Même si, ouais, ça reste c'est le finaliste mais, de la dernière. Mais à part Kemar Lawrence, qui a vraiment bien joué hier, je trouvais. Enfin, il aurait été, je pense qu'il aurait dû avoir 3 ou 4 passes décisives si Nicholson et d'autres n'avaient pas raté à chaque fois le dernier geste devant le but. Mais c'est Jamaïque. Ouais. Ouais, je voulais dire, il y a aussi Javon Watson qui était très physique. Là. J'ai quand même aimé le joueur de Oklahoma City. Là. Vraiment, il apportait un aspect physique sur le terrain qui risque d'être s'il est titulaire, qui risque d'être vraiment apprécié là, face à une plus grande nation, par exemple comme le Panama ou les États-Unis. Et que ce soit ouais, Watson ou Lawrence, les deux qui sont à gauche. En fait, toutes leurs attaques venaient un petit peu, j'ai l'impression, de Lawrence, justement, de ce côté gauche. Et Curaçao attaquait plutôt à droite. Donc, c'est quand même dangereux parce que Curaçao était très bon. Hein, mais si la Jamaïque, que ce soit les États-Unis ou le Panama, se reprend pas au prochain match, quand même, ça va être compliqué parce que ce groupe C est relativement quand même assez faible par rapport aux autres groupes. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit ni la Jamaïque ni Curaçao en demi-finale. Je sais pas ce que tu en penses, Adi. Oui, effectivement, tu as complètement raison. Je n'ai rien à ajouter. Je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, là, j'essaie de trouver de beaux mots à ajouter, mais je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, ouais, c'est une belle chose pour Curaçao. Hein, comme je disais, 160 000 habitants. Donc, d'ailleurs, hier, on était vraiment très heureux des Bermudes qui avaient fait une belle performance. Mais là, Curaçao qui se qualifie carrément avec peut-être le plus beau but de la compétition. En plus, il y a toute fin de match, Curaçao aurait vraiment pu doubler le score. Ils n'étaient pas loin de mettre un deuxième but, ce qui aurait été un peu contre le cours du jeu, mais ça aurait été très beau. Anthony, toi, tu vois quelle suite pour cette équipe de Curaçao? Ça risque d'être compliqué face au premier du groupe D, mais vraiment, là, ils vont pouvoir sortir de la compétition la tête haute. Et je suis sûr qu'ils vont donner une belle opposition, là, peu importe l'équipe qui les affronte. Et moi, personnellement, c'est surprenant, mais il y avait un joueur de USL dans cette nation du Curaçao. C'est Michael Maria, l'ancien joueur du FC Twente aux Pays-Bas. Donc, ouais, vraiment, là, il évolue à Charlotte. Et il est un peu plus discret avec Charlotte, puisque c'est une équipe vraiment qui
qui est dans le dur cette saison, mais j'ai quand même aimé sa prestation face à la Jamaïque et il était sur le côté gauche, donc il avait à défendre contre Junior Flemings ou Speedy Williams notamment. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est aussi les deux équipes ont tenté d'attaquer pendant tout le match et c'était pas vraiment, comme tu l'as dit, que jamais qui est meilleur à attendre son adversaire, mais en tout cas les deux sont projetés vers l'avant, il y avait pas mal d'actions. C'était un match plaisant en général. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce premier duel du groupe B. Non, par contre, je suis super content que Curaçao se qualifie. Pour moi, c'est un peu mon coup de cœur, le coup de cœur de beaucoup de monde parce qu'on aime tous les petits poussés comme on les appelle. Par contre, depuis le début, on avait parlé lors de la présentation. Pour moi, j'avais dit faut pas prendre le Curaçao à la légère en voyant les joueurs et les noms des équipes dans lesquelles ils jouent. On a directement identifié tous ceux qui étaient là pour la Gold Cup, pour le podcast de présentation. On a rapidement identifié que cette équipe-là ne serait pas facile à manœuvrer, puis finalement, on avait raison. Ouais, Anthony, tu as quelque chose à rajouter ou on passe au... Non, c'est beau. En tout cas, bravo au Curaçao. On a vraiment très hâte de les voir affronter, que ce soit les États-Unis ou le Panama, même si ça va être très compliqué pour eux. On leur souhaite bonne chance et c'est une équipe sympathique à avoir rejoint. En tout cas, ça, c'est sûr. Et on va enchaîner avec le deuxième match. Le match qui aurait pu qualifier le Salvador. Mais le Salvador s'est écroulé face au Honduras 4-0. Qui est le Honduras qui avait déçu jusque-là. Donc, c'est plutôt une belle performance, à dire. Oui, effectivement, c'est une belle performance. Il voulait quitter au moins cette compétition, super décevant, mais dans tous les cas, mais il voulait pas quitter avec 0 point, il voulait pas quitter même avec 1 point, il voulait faire preuve que, en fait, c'était 2 faux pas ces 2 premiers matchs contre Curaçao ou contre la Jamaïque. Donc, ils se sont rattrapés de belle manière. Par contre, ça n'a pas été simple. Ça n'a vraiment pas été simple, même si le score montre qu'en fait, ils ont explosé le Salvador. Mais en première mi-temps, on s'entend, oui, la Honduras avait la possession, oui, la Honduras a eu le plus d'occasions, c'est complètement vrai. Par contre, le Salvador, on sait très bien depuis le début de la compétition, c'est une équipe extrêmement défensive qui crée rien et presque rien en offensive. Donc, on s'attendait à avoir le Salvador ne pas vraiment avoir 1 ou 2 chances de marquer. Donc, le jeu du Salvador n'était pas surprenant. Par contre, le Honduras a eu beaucoup de mal à percer cette muraille défensive. La preuve, le premier but ne vient qu'à la 59e minute. Et pourquoi? Parce que le Salvador avait coupé toutes les lignes de passe. Ils ont un gardien qui est quand même intéressant avec Hernandez, qui est vraiment pas mauvais du tout. Et même l'attaquant de pointe était le premier défenseur de l'équipe, comme on le dit souvent, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai. Il travaillait tellement en défense. Bref, c'est assez sympathique. Je suis assez content de voir que le Honduras a pu au moins sortir de sa léthargie. Par contre, le Salvador n'avait pas, je pense, ce qu'il fallait pour vraiment garder sa cage inviolée cette fois-ci, contrairement aux 2 premiers matchs où ils avaient encaissé 0 but avant ce match-là. Donc, bref, intéressant de voir ça. Puis, dommage pour le Salvador, mais ce sera pour la prochaine fois peut-être. C'est vrai qu'ils ont complètement explosé au vol, mais j'imagine qu'ils se sont dit... je sais pas si avec le nul est passé, mais une fois qu'ils ont pris le but, ils ont dû se dire que là, c'était mort, il fallait absolument essayer d'attaquer. Ils sont peut-être un peu découverts derrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Oui, c'est ça. Vraiment, il était tout au long de la rencontre, il était assez solide défensivement et même tout au long de la compétition là. Mais comme tu le dis là, dès qu'il y a eu le but là, ça s'est tout ouvert. Mais vraiment, c'est dommage. On dirait qu'il manque 1 ou 2 joueurs dans cette formation du Salvador pour vraiment faire le lien entre le milieu et l'attaque pour que ça soit vraiment plus performant. Parce que Bonilla, il y a eu quelques belles occasions, mais vraiment, là, il manque une petite touche pour que cette équipe soit vraiment compétitive, mais vraiment, là, c'est ça. Vraiment, ça a manqué de peu. Ils ont des bons joueurs, des bonnes individualités, mais vraiment, là, ils ont quelques bonnes individualités, mais il manque vraiment... Des joueurs là pour... Des joueurs bons techniquement, tu as complètement raison, Anthony, des joueurs bons techniquement, comme tu dis, qui font le lien entre le milieu et l'attaque, qui peuvent créer une situation défensive et la switcher et aller rapidement pour créer une certaine occasion offensive, pour passer la transition attaque-défense, défense-attaque, c'est ça qu'ils ont besoin. Et tu as complètement raison, c'est la seule chose qui leur manque à cette équipe du Salvador.
C'est ça, et même pas besoin d'un top joueur. Là. On peut pas faire d'échange entre les nations, là, mais par exemple, si un Derek Etienne avait la nationalité Salvador, il serait parfait dans ce genre d'équipe-là. Là, vraiment, le lien entre le milieu et l'attaque, là, il est technique, il est rapide. C'est le genre de joueur que le Salvador devrait essayer de former. Exactement. Et ce qui est intéressant, par contre, j'aimerais ajouter une chose, c'est que l'entraîneur salvadorien a remarqué exactement de quoi on parle, Anthony et moi. C'est parce que 2 de ces 3 changements, ça a été les deux, ils ont joué en 4-3-3, ça a été les 2 milieux centraux. Donc, ils ont laissé Darwin Seren, qui est plus le milieu défensif. Puis, les 2 milieux centraux, qui sont Monterosa et Orellana, ça a été les 2 changements parce qu'il a remarqué que ce lien-là ne se faisait pas. Bon, finalement, les remplaçants n'ont pas fait bien mieux avec Gerson Mayen et José Santos Ortiz, que je ne connaissais pas du tout avant. Mais c'est exactement ce qu'il pense. Donc, même l'entraîneur a remarqué ces limites-là. Donc, ça prouve qu'effectivement, c'est ce qui manque. Après, bon, c'est ça qui est intéressant. C'est ces équipes-là sur lesquelles on fondait vraiment aucun espoir. Maintenant, ont de plus en plus d'espoir. On voit qu'il y a une certaine structuration qui se fait dans la région CONCACAF. Surtout, ce qui va beaucoup aider, c'est on en parle à chaque épisode, mais c'est la CONCACAF Nations League. Des équipes comme le Salvador qui jouaient, je sais pas moi, 2 ou 3 matchs par année, ou bien 1 ou 2 matchs amicaux dans l'année en oubliant les qualifications à la Coupe du Monde et quoi que ce soit. Au moins, vont pouvoir disputer des matchs avec des équipes de la région grâce à cette Nations League. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser, que ce soit Salvador, que ce soit Cuba, que ce soit ce genre d'équipes-là qui sont pas encore au niveau, ou bien des équipes qui sont proches d'être au niveau, comme le Salvador. Bref, en tout cas, ça va être intéressant de voir ce que la suite va donner. Complètement d'accord. Et le Honduras qui sera en Liga, au groupe C, avec Trinité et Tobago et la Martinique. Et Salvador, par contre, est en Ligue B. Donc, c'est comme la Jamaïque, par exemple. Mais on s'entend, ouais, du côté hondurien, maintenant, qui ont quand même mis 4 buts. Je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec toi, Adi, dans le dernier podcast, celui d'avant, je sais plus, mais on était très déçus de la prestation de Romel Kyoto et un petit peu aussi d'Albert Ellis. Mais là, ça a l'air offensivement d'avoir un peu plus déroulé, même si ni Ellis ni Kyoto ont marqué. Ellis commençait le match au contraire de Kyoto qui est rentré en cours. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque de cette équipe hondurienne? Bah écoute, j'ai trouvé que cette équipe hondurienne, bon, l'attaque, le problème c'est qu'il y avait un manque de lien aussi entre le milieu et l'attaque qui a été réglé durant ce match-là. Et c'est malheureusement, et assez bizarrement, même si Ellis a été assez remuant, puis il a créé quelques situations, c'est pas lui c'est pas grâce à lui que le match a basculé et que la victoire est venue. C'est plus grâce à Brian Acosta qui a fait un très bon match ou Jorge Alvarez qui a été excellent aussi. Les deux ont été buteurs. Et puis bon, Luis Garrido qui était un peu plus défensif. Bref, c'est ce milieu de terrain qui a fait la différence. Et Roman Castillo en pointe qui a fait une énorme différence. Sur les côtés, donc que ce soit Chirinos ou que ce soit Ellis, oui, ils ont été bons, mais ça n'a pas été non plus la prestation hors norme à laquelle on s'attend de Ellis. Puis du côté de Kyoto, il est rentré juste à la 75e minute où le match était déjà bien plié. Puis, très sérieusement, bof, déçu de ces 2 joueurs-là. Après, peut-être que le système de jeu n'était pas adéquat pour eux. Peut-être que les joueurs, il n'y avait pas de bonnes ententes ou une bonne connexion ou des automatismes avec les joueurs de la sélection. En tout cas, c'est décevant. Leur Gold Cup, malgré ce dernier match, aux 2 joueurs de Dynamo de Houston, Ellis et Kyoto, a été assez décevant. Ouais, et on pense à notre ami Léo Willemin qui est fan de Dallas, puisque nous avons Brian Acosta qui a marqué hier finalement aussi pour cette équipe du Honduras. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais c'est quand même assez décevant pour en fait, l'équipe en général, parce qu'il y avait quand même, c'est un groupe qui était censé être à leur portée, et au final, ils sont doublés par le Curaçao. Anthony, est-ce que tu as vraiment, pour toi dans cette compétition, est-ce que le groupe C, en général, le classement qui est, toutes ces équipes méritent d'être là où elles sont? Est-ce que l'Honduras mérite de ne pas être qualifié? Oui, parce que ces 2 premiers matchs étaient affreux. Vraiment, là,
on pensait que le gros match était face à la Jamaïque. Mais à la limite, une défaite face à la Jamaïque, ça se pouvait. Mais perdre face au Curaçao, là, c'était ça, vraiment, c'est un échec. Une nation comme le Honduras ne peut pas se permettre de perdre face au Curaçao. Même si on adore le Curaçao, c'est pas au niveau du Honduras. Et même ce dernier match, malgré le 4-0, moi, j'ai trouvé Albert Ellis super prévisible dans ses courses. Vraiment, c'est un échec total pour le Honduras, malgré le 4-0. Vraiment, le score est très sévère parce que moi, je croyais vraiment qu'à l'entame de cette rencontre, le Honduras allait être beaucoup plus révolté au vu des 2 points de match, mais au final, vraiment, là, c'est assez flatteur comme score en 4-0. Ouais, exactement. Exactement. Je veux juste dire que le Honduras ne pouvait pas de toute façon se qualifier pendant le match, donc ils sont allés vraiment pour les 3 points, mais il n'y avait pas de possibilité, contrairement au Salvador. Pardon, Andy, je t'ai coupé. Oh, non, mais tu as bien fait. Je suis juste en train d'approuver ce qu'Anthony a dit. C'est une énorme déception. Beaucoup voyaient le Honduras remporter le groupe. Finalement, ils sont 4e. Donc, ouais. C'est fou, comme le monde change d'une Gold Cup à une autre. Il est bien loin, et je le dis assez souvent parce que c'est un match qui m'a fait très mal dans le passé, mais il est bien loin, le 8-0 du Honduras contre le Canada. Il est très, très, très loin. Ouais, même ça commence à remonter. C'était quand? C'était en 2008? C'est une bonne question. Je vais aller vérifier ça, mais je pense que c'était un peu plus tard que 2008 parce que c'était les qualifications de la Coupe du Monde 2014, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais je vais aller vérifier pour être sûr, mais si je me rappelle bien, c'est ça. C'était en 2012. Voilà, donc les qualifications de la Coupe du Monde 2014, c'est ça. 8-1, pas 8-0, 8-1. Ouais, il y a eu un petit... On va regarder le résumé un jour. Il y a un petit but canadien au bout de 6 ou 7 pour sauver l'honneur. Et le buteur a l'air complètement dégoûté. Exactement. Il est très loin, ce temps-là. Il est très, très loin. C'est ça, ça a changé. Et pour récapituler ce groupe C, Jamaïque première, 5 points. Le Curaçao deuxième, 4 points, mais qui passe à la différence de but, puisqu'ils ont 0 en différence de but, alors que Salvador a 4 points, mais moins 3 en différence de but. Et le Honduras, dernier avec 3 points et plus 2 en différence de but. Donc la Jamaïque qui affrontera le deuxième du groupe B. Pour le moment, le Panama, mais ça pourrait, s'ils battent les États-Unis, être justement contre les États-Unis, s'ils passent deuxième, et Curaçao qui affrontera le premier de ce groupe B. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Sinon, je crois que c'est à peu près tout. Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que le match de ce soir entre le Panama et les États-Unis va être quand même assez intéressant à regarder de deux très bonnes équipes de cette région. Malheureusement, je pourrais voir peut-être la fin du match vu que je serai au stade, mais c'est ça. J'ai vraiment hâte essayer de trouver un endroit pour voir une reprise quelque part. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, ça va être intéressant de voir si les États-Unis vont faire tourner, si le Panama va jouer vraiment très défensif, comme ils le font d'habitude contre des grosses nations, ou essayer d'aller chercher les buts, comme ils l'ont fait contre les Bermudes, par exemple, la semaine dernière. Et en soi, je ne veux pas manquer de respect au Curaçao, qui s'est qualifié et qui le mérite, mais on s'entend que essayer de prendre le Curaçao en quart de finale est quand même bien meilleur que prendre la Jamaïque. Et j'imagine que les deux équipes, du coup, pour le Panama et les États-Unis, vont essayer d'éviter la Jamaïque. Anthony, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, c'est sûr que le Curaçao est plus prenable que la Jamaïque. Mais vraiment, ça va être une belle rencontre États-Unis-Panama. Mais l'autre rencontre aussi peut être intéressante puisque je crois que le match Trinidad contre la Guyana, si la Guyana l'emporte, je crois que ça va être sa première victoire en Gold Cup. Donc, donc ça pourrait être beau à voir, là. C'est possible. Les deux qui sont pour le moment sur 2 défaites, puisqu'ils ont tous les deux affronté les États-Unis et le Panama, et des différences de but assez lourdes. Moins 8 pour Trinité, moins 6 pour la Guyane. Pour le moment, pas une très belle Gold Cup pour ces deux équipes, mais je suis sûr qu'Anthony a vu le nombre de joueurs d'USL en Trinité et Tobago. Tu suivras le match un petit peu. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Messieurs, merci beaucoup et amusez-vous bien ce soir pour le match entre Portland et l'Impact. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée aussi. Et on espère vous revoir demain, puisqu'on débriefe aussi les matchs du groupe dès les derniers matchs de cette phase de poule de la Gold Cup. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve demain. Ciao!